Le défi à relever dans le budget de cette année, c'était de soulager au maximum les victimes de l'inflation, mais les victimes de l'inflation ces jours-ci, ce sont avant tout les pensionnés et les consommateurs de diesel et d'essence. Dans le cas des pensionnés, le MSM leur avait promis 13 500 roupies par mois lors de la campagne électorale de 2019. Et les budget estimates de 2022-2023 avaient fait provision pour le paiement à partir du 1er juillet 2023 d'une pension vieillesse de 13 500 roupies par mois. Dans le cas des consommateurs de diesel et d'essence, ce qui est proposé est ridicule. Dans le cas de la réforme fiscale proposée, la bonne foi exige que nous disions que la vérité est bien que cette réforme fiscale proposée favorise les gros et très gros contribuables. Honorable members, on sait que l'inflation est la taxe la plus anti-Dimoun qui soit, la plus injuste, la plus anti-Dimoun qui soit. C'est pourquoi la population était en droit de s'attendre à ce que le gouvernement s'engage dans ce budget soutenable. Aux Seychelles voisins, par exemple, le taux d'inflation a été ramené de 8% à 3% de décembre 2021 à décembre 2022. Ici, le ministre a soigneusement évité de nous dire quel sera le taux d'inflation cette année. Mais à la page 7, Romain, des budget estimates, le ministre des Finances utilise un GDP deflator de 9% pour 2023-2024, équivalent à un taux d'inflation d'autour de 9% donc. Honorable members, le gouvernement avait les moyens de faire plus pour les pensionnés, les consommateurs d'essence et les salariés en général, et pouvait et devait, aurait dû baisser le prix du diesel aussi. Pour l'année financière 2023-2024, les budget estimates prévoient, par exemple, à la page 482, que le gouvernement récoltera 12 milliards de roupies de plus que l'année dernière à travers la seule TVA. Honorable members, le gouvernement aurait dû, dans ce budget 2023-2024, s'attaquer aux problèmes fondamentaux de notre économie, qui sont, premièrement, l'inflation, dont je viens de parler. Deuxièmement, le déficit de la balance commerciale et du current account de la balance des paiements, qui ne fait qu'empirer. Troisièmement, la dette publique. Quatrièmement, le déficit budgétaire. Et cinquièmement, le gaspillage des fonds publics, la corruption et les dépenses improductives. Or, le budget 2023-2024 ne s'adresse pas à ces problèmes fondamentaux de notre économie, auxquels j'ajouterai, et j'en parlerai tout à l'heure, auquel j'ajouterai le danger d'une crise dans notre production d'électricité et d'une crise du thon dans l'océan Indien. Le gouvernement ne dit pas la vérité à la population et se cache derrière ce qui a été décrit avec raison comme une illusion monétaire créée par la dépréciation et l'inflation. Notre invité du problème est caché, là encore, par la dépréciation de la roupie, depuis 2019 surtout,
Mais la vérité est que nous continuons à évoluer vers une grave crise financière, alors que la pénurie des devises est déjà là, malheureusement. Concernant la dette publique, là aussi, la dépréciation de la roupie cache le fait que notre dette publique reste beaucoup trop élevée et hypothèque l'avenir de nos jeunes. Dans le cas du déficit budgétaire, le chiffre officiel présenté par le gouvernement, le chiffre officiel ne veut plus rien dire. Il n'inclut ni les special funds, ni les prêts du gouvernement à la CWA et à la Wastewater Authority, ni les investissements dans le métro express. On connaît par ailleurs le rôle de la Banque de Maurice et du Mauritius Investment Corporation. De plus, la contribution sociale généralisée cessera en 2023-2024 de générer un surplus, après qu'elle aura à payer un income allowance, un child allowance, de même que la contribution des employés du secteur privé à son public, à la corruption et aux dépenses improductives. Tout le monde sait que la situation est pire que jamais. Honorable Members, je passe au danger d'une crise dans la production d'électricité du pays. Je n'exagère pas, et je le dis depuis un bout de temps déjà. Nous risquons de finir comme l'Afrique du Sud ces jours-ci. Ça a pris des années en Afrique du Sud pour que la crise finalement éclate comme ces jours-ci. Mais c'est ce que nous risquons ici à Maurice. Ce qui nous guette, ce n'est pas un blackout généralisé, non. Ce qui nous guette, ce sont des rolling blackouts ou load shedding, comme on dit en Afrique du Sud. C'est-à-dire des coupures d'électricité répétées, région par région, avec un impact catastrophique sur l'économie en général. C'est ce qui nous pend au bout du nez. L'affaire Terra-Gène récemment a confirmé que nous sommes avec la relance économique post-Covid en cours. Nous sommes déjà sur la corde raide, à tel point qu'en mai 2022, et ça s'est passé presque inaperçu, nous sommes déjà sur la corde raide, à tel point qu'en mai 2022, le CEB avait émis en catastrophe un appel d'offres international pour louer un barge, un chaland équipé d'une centrale liquefied natural gas, LNG. Donc un appel d'offres international a été fait pour un tel floating LNG barge de 80 à 100 mégawatts. C'est dire ce que prévoit comme pénurie la CEB. Et cet appel d'offres international a été annulé en catimini et en catastrophe. Parce qu'il a fallu, heureusement d'ailleurs, annuler cette démarche irréaliste et dangereuse, mais qui nous permet, c'est dire que nous sommes déjà sur la corde raide. Et la relance post-Covid est en marche. De plus, près d'un tiers des machines qui produisent notre électricité ont entre 20 à 40 ans. Entre 20 et 40 ans. Et aucune nouvelle machine n'est pour le moment en chantier. Par contre, le gouvernement veut produire 35% de notre électricité
en renewable energy d'ici 2025. Nous sommes en 2023. Et 60% de notre électricité d'ici 2030. D'ici 2030, et veut ne plus utiliser le charbon d'ici 2030. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Statistics Mauritius vient de publier des chiffres la semaine dernière qui montrent que, je cite, Total energy supply from renewable sources fell by 11,4% de 2022 à 2023. Fell, je cite là encore, a diminué de 15,3% de 2021 à 2022, alors que nous savons que la bagasse, je cite, contributed to 78,9% of the renewable sources. Ces chiffres sont effrayants. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais le fond du problème, le vrai problème, est que le renewable energy, soleil et vent surtout, est intermittent, intermittent. Il n'y a pas de renewable energy quand il n'y a pas de soleil ou de vent. Alors que le pays a besoin, il ne faut jamais l'oublier, que le pays a besoin d'un gros minimum, je préfère ne pas le chiffrer ce minimum, mais d'un gros minimum de base load energy, c'est-à-dire d'électricité produite 24 sur 24. De par le monde, ce base load energy est produit par des machines utilisant le charbon, l'huile lourde, le LNG, le liquefied natural, c'est source d'énergie. Parmi, le charbon est le plus polluant. Puis vient l'huile lourde, puis le LNG. Tout le monde est d'accord qu'il faut produire autant de renewable energy que possible. Tout le monde est ou devrait être d'accord là-dessus. Et tout le monde est d'accord qu'il faut en finir dès que possible avec le charbon. Mais une transition par le LNG, ou au moins par l'huile lourde, une transition, soit le LNG, soit au pis-aller, l'huile lourde, une transition est inévitable. D'ailleurs, le ministre de l'énergie lui-même, répondant le 29 novembre 2022 à la PQ 1179 de l'honorable Osman Mohamed, déclarait, je cite le Hansard, « Looking into the possibility of using LNG as a transition energy, it is clear that we will have to go in this direction. This is why Cabinet has set up a steering. » C'est ce que le ministre a dit, avec raison, en réponse à une question parlementaire. Mais par ailleurs, à la page 235 des budget estimates de 2023-2024, le ministère de l'Énergie recommande, je cite, a transition towards a cleaner source of energy in electricity production with the setting up of LNG power plants. Au pluriel, s'il vous plaît. Moi, je dis qu'il faut d'urgence au moins un LNG power plant. Mais dans le document du ministère, il parle de plusieurs, au pluriel, de LNG power plants. Il est donc étonnant que ni dans le discours du budget du ministre des Finances, ni dans le discours du ministre
de l'énergie, il est donc étonnant qu'il n'y ait pas eu un mot sur le LNG plant qui est devenu inévitable. C'est plus qu'étonnant. Alors que ça et qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Depuis 2013, quand le ministre de l'Énergie d'alors avait proposé un Combined Cycle LNG Power Plant qui coûtera maintenant beaucoup, beaucoup plus cher. C'est pourquoi je dis il n'y a plus de temps à perdre si nous voulons éviter le sort de l'Afrique du Sud dans quelques années seulement. Honorable Members, on arrive à la crise du thon dans l'océan Indien qui nous menace déjà. L'industrie de la mise en boîte du thon dans des usines à Maurice emploie 5 000 à 6 000 personnes. Et nos exportations de thon en boîte représentent autour de 20% des exportations totales du pays. Il n'y a pas, malheureusement, mais il faut regarder la vérité en face là aussi, il n'y a pas de thon en quantité industrielle dans notre zone économique, dans la zone économique de Maurice. Ce qui fait que nous importons tout le thon que nos usines mettent en boîte, nous importons tout ce thon des bateaux de pêche de l'Union européenne, mais battant aussi pavillon de l'île Maurice et des Seychelles. Or, il y a surpêche terrible du thon dans l'océan. Il y a surexploitation du thon dans l'océan Indien. Le risque de voir le thon en quantité industrielle disparaître dans l'océan Indien est bien réel. Le thon pêché par ces bateaux de l'Union européenne. Ce thon, en quantité industrielle, je le répète, risque de disparaître de l'océan Indien, est en train de disparaître de l'océan Indien dans un avenir proche. Et de plus, ces bateaux ultramodernes, les purse seiners, qui utilisent un hélicoptère satellite pour identifier où sont les bancs de thon et balayer d'un seul coup 200-300 tonnes de thon. Et tout ce qui va avec, marsouins, requins, mais ça on rejette dans la mer. Mais ces bateaux de l'océan Indien, non seulement ils utilisent des méthodes de pêche désastreuses pour le thon lui-même, mais ils utilisent des méthodes de pêche très... Il y a deux camps en présence dans cette affaire. D'un côté, les pays riverains, Inde, Indonésie, Maldives, etc. Et leurs pêcheurs artisanaux, y compris les pêcheurs de Maurice, des Seychelles, de la Réunion et des Comores, qui se battent pour survivre ces temps-ci. Il y a d'un côté donc les pays riverains et leurs pêcheurs, et de l'autre côté, il y a l'Union européenne. Une réunion de la Indian Ocean Tuna Commission qui les regroupe tous, qui regroupe et les pays riverains et l'Union européenne et les pays qui pêchent dans l'océan Indien, mais qui ne sont pas des pays riverains. Une réunion de l'Indian Ocean Tuna Commission qui les regroupe tous vient de se tenir à Maurice. Sans résultat. Nous continuons à évoluer vers une disparition du thon industriel dans l'océan Indien. Maurice et les Seychelles, nous sommes coincés entre les deux camps.
Nous sommes coincés entre le camp des pays riverains et leurs pêcheurs artisanaux et les usines de Maurice et des Seychelles. C'est une situation extrêmement difficile et dangereuse. Nous sommes, nous et les Seychelles, coincés dans toute cette affaire. Si les choses continuent comme actuellement, il n'y aura plus de thon en quantité industrielle, loin de là, dans l'océan Indien, dans quelques années. Et je le disais plus tôt, nous parlons de 5 000 à 6 000 emplois. Nous parlons de 20% des exportations du pays. Et le danger qui nous pend au bout du nez, comme dans le cas de l'électricité, c'est que dans quelques années, il n'y ait plus de thon en quantité industrielle dans l'océan Indien. Je trouve donc étonnant qu'il n'y ait pas eu un mot, là aussi, sur tout cela dans le budget 2023-2024. Maurice doit agir. Maurice doit agir avec les Seychelles et les Maldives avant tout. Et coïncidence, au moment où je parle, là, le président des Seychelles est en visite d'État aux Maldives depuis hier. Maurice doit agir d'urgence, d'abord bien comprendre la situation et avoir le courage d'agir aussi. Maurice doit l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Sri Lanka et même l'Australie, en tant que pays riverain, mais aussi avec l'Union européenne. Ils sont en train de piller l'océan Indien. Il y a une cinquantaine de thoniers de l'Union européenne qui sont en train de finir le thon dans l'océan Indien. Mais nous ne pouvons pas déclarer la guerre à l'Union européenne. Pour moi, c'est un des secteurs où l'Union européenne a vraiment à se faire pardonner. A vraiment cesser ses passes. Mais nous devons leur parler, eux aussi. Nous devons travailler avec eux aussi, l'Union européenne, pour empêcher la catastrophe qui se profile à l'horizon. Honorable Members, j'en reviens au budget. Il faudra voir dans les jours à venir comment le FMI et Moody's vont réagir au budget 2023-2024. Par ailleurs, Maurice essaye ces jours-ci d'obtenir de la Banque mondiale un budget support loan, un prêt de 11 milliards de roupies. Les négociations sont en cours, les discussions sont en l'air. La Banque mondiale posera ses conditions, surtout concernant l'indépendance de la Banque de Maurice et la Mauritius Investment Corporation, mais aussi ce qui va arriver à la compensation sociale généralisée. C'est un désordre généralisé. Je suis certain que la Banque mondiale va poser ses conditions. Je souhaite bonne chance, parce que nous avons besoin, avec le manque de devises dans le pays, qui ne va faire qu'empirer, nous avons besoin de ce prêt. Je souhaite donc bonne chance à l'équipe qui va négocier avec la Banque mondiale au nom de l'île Maurice. Je terminerai en posant la question de savoir si le budget 2023-2024 sera le dernier budget avant les prochaines élections générales ou non. Dans son discours, le ministre des Finances a présenté le budget 2023-2024 comme étant l'avant-dernier budget avant les prochaines élections générales. Et plusieurs ministres ont répété cela. Et de plus, à la page 17 des Budget Estimates 2023-2024, sont prévus 600 000 roupies. Pardon, ça coûtait seulement 600 000 roupies. Dans le Budget Estimates qui sont devant nous, sont prévus soit 600 000, soit 600 millions, mais je crois que c'est 600 000, pour des dépenses électorales en 2024
2025 et non 2023-2024. Mais à la page 22 de l'annexe to the budget speech 2023-2024, à la page 23 de l'annexe, 600 millions, donc je pensais que les dépenses allaient être éparpillées sur plusieurs départements, mais là c'est 600 millions pour les élections générales, donc en 2000, comme je disais, en 2024-25 et non 2023-24. Mais tout ceci dit, à la page, ceci dit à la page 22 de l'annexe to the budget speech 2023-2024 a été annoncé un amendement à la loi qui, selon ce qui est dit dans l'annexe, permettrait au gouvernement de porter la pension vieillesse à 13 500 roupies ou plus sans avoir à revenir devant le Parlement. Ce qui m'amène à conclure, à la lumière de tout cela, il semble bien que le gouvernement présentera un dernier budget l'année prochaine. Mais il s'est donné, à travers cet amendement annoncé dans l'annexe, il s'est donné les moyens d'aller aux élections générales cette année même, si le gouvernement en décidait ainsi. Honorable members, je conclus en disant, le budget 2023-2024 pouvait faire plus, pouvait baisser le prix du diesel aussi. Plus grave que tout, ce budget 2023-2024 ne s'adresse pas aux problèmes fondamentaux de notre économie et de nos jeunes. Pour moi, c'est le plus grave. Le budget 2023-2024, malheureusement, c'est mon opinion, n'a pas relevé le double défi qu'il aurait dû relever et qu'il pouvait relever. Le prochain budget, avant ou après les prochaines élections générales, sera décisif pour l'avenir économique du pays et de ses jeunes. Merci. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.